Voilà. Oui, je fais des petites erreurs de manipulation un peu, hein. Je ne suis pas non plus une spécialiste. Hop, voilà. Il y a encore du monde qui arrive. On va attendre encore un petit peu. On se laisse quoi, Philippe? On dit dans 5 minutes, on commence, même pas? Ouais, bah 35, c'est bien 35. De Allez, on va faire ça. toute façon, après, comme il y a un replay, Oui. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tac. Ah, attendez, j'essaie de retrouver ça. Ça, c'est pas bon. Diaporama. c'est là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez bien? On voit bien, par contre, on te voit en parallèle, donc Ah, peut-être passer juste là. alors, pareil. Il faut la petite technique un petit peu au départ. Partager. Contenu. Là, ça doit être bon. Est-ce que c'est C'est mieux parfait. là? Parfait. Hop. Allez, encore une petite minute et puis on va commencer. En tout cas, merci d'être nombreux à vous connecter comme ça. Ça fait plaisir. La Semaine mondiale de l'allergie, elle sert justement à donner plein d'informations, essayer de sensibiliser aux maladies allergiques qui sont, nous, on trouve en tout cas pas suffisamment connues et voilà. Et ce but, c'est de vraiment vous expliquer un peu plus. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment en fait traiter ces allergies. Allez, 35, je commence. C'est parti. Puis il y aura le replay. حطي لي Alors, les allergies, en fait, pourquoi en parler? Parce qu'en fait, les allergies, si vous voulez, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Comme vous pouvez le voir, ça atteint maintenant 30% de la population en France et on prévoit, certains chercheurs estiment que ça sera 50% en 2050, donc ça avance assez rapidement. Quand on parle de ces 30%, c'est toutes les pathologies allergiques, hein, il y en a plusieurs, on va les voir ensemble. C'est classé comme la quatrième maladie chronique au monde. Donc, c'est derrière les problèmes de diabète, les maladies cardiovasculaires, mais ça reste quand même la pathologie, la quatrième pathologie la plus courante en maladie chronique. On a actuellement 25% de personnes qui souffrent de rhinite allergique. Chez nos enfants, 85% d'entre eux ont un asthme qui est d'origine allergique. On a, alors, on a actuellement des allergies aux médicaments qui. Alors, attendez, excusez-moi, juste 2 secondes. On a des allergies aux médicaments qui sont estimées à 1% et des allergies alimentaires qui sont en croissance puisque 6 à 8% de la population actuelle est estimée allergique alimentaire alors qu'auparavant, c'était 2 à 4%. Et en fait, l'allergie, finalement, bah, qu'est-ce que c'est? L'allergie, c'est une réaction excessive de notre système immunitaire face à une substance qui, normalement, est vraiment sans danger. C'est ça l'allergie. C'est une réponse de notre système immunitaire à une protéine de notre environnement. Et vous allez voir que c'est quand même assez compliqué parce qu'on peut avoir deux phases. On a exactement deux phases. نعمل Alors, هدايا excusez-moi. نجرب على تليفوني ونقول لك باهي باهي باهي. Je fais une petite coupure. Est-ce que vous pourriez couper les micros, s'il vous plaît? Merci, c'est gentil. On va avoir en fait, pour devenir allergique, on ne n'est pas allergique, on ne devient pas allergique comme ça tout de suite. En fait, on a une phase qu'on appelle de sensibilisation. C'est une phase qui est latente, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des allergènes là qui sont entourés en rouge, des allergènes qui vont pénétrer donc par soit la peau, par les muqueuses nasales ou au niveau des poumons, qui vont être en contact de substances et d'anticorps qui vont les capter. Et en fait, ces anticorps, ils vont créer des complexes, c'est-à-dire qu'en fait, ces anticorps, on appelle ça des immunoglobulines E, ils vont aller se fixer sur des cellules spéciales qu'on appelle des mastocytes, des basophiles. Je vous donne les noms un peu complexes, mais pour vous donner un petit peu la physiopathologie. Et en fait, si vous voulez, ces cellules, elles vont être fixées avec ces anticorps qui vont être là en train d'attendre. Et en fait, il ne se passe rien. Donc, on a
des anticorps qu'on appelle les immunoglobulines E qui vont avoir reconnu un allergène et ils vont se fixer et attendre. Et là, on n'a pas de symptômes, il se passe absolument rien. On est en phase de latence, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Et c'est ensuite qu'on va avoir une phase d'activation avec une réaction allergique. À ce moment-là, vous pouvez revoir notre petite cellule avec ses immunoglobulines qui est fixée, qui va capter à nouveau cet allergène qui va pénétrer. Et là, il va y avoir une vraie réponse, une activation qui va entraîner une cascade, alors que vous pouvez voir sur cette diapo, mais une cascade de réactions. Et c'est là qu'on va avoir en fait tous les symptômes. Donc en fait, comment on devient allergique? Eh ben, on a cette phase de sensibilisation, c'est-à-dire un premier contact où le corps il va fabriquer des petites IgE contre, par exemple, du pollen. Il va y avoir cette phase de latence, une nouvelle exposition, et là, on va avoir une activation et devenir allergique. Et c'est pour ça qu'on explique que eh ben, vous pouvez vous dire, toute ma vie, j'ai jamais été allergique, et aujourd'hui, je le deviens. Donc, c'est exactement ça, cette sensibilisation et la réaction. Et en fait, on découvre eh ben, qu'on a plusieurs maladies allergiques. Vous pouvez en connaître autour de vous. Il y a des gens qui souffrent d'allergie alimentaire, d'allergie aux médicaments, d'allergie respiratoire, d'allergie à des venins, notamment les guêpes, les abeilles. Et aussi, ben, on a des allergies de contact, notamment avec des produits de cosmétiques, ça peut être des shampoings, des crèmes, des choses comme ça. Et pour ça, on a des traitements. Donc, ça va dépendre de l'allergie. Et c'est de ça dont on va discuter avec Philippe. On peut faire, quand on a une allergie alimentaire, des inductions de tolérance pour permettre au corps de recréer une tolérance vis-à-vis d'un aliment. Quand on a une allergie respiratoire, on va pouvoir faire une immunothérapie orale, c'est ce qu'on appelle très couramment la désensibilisation. Et pour les médicaments, les personnes qui en ont vraiment besoin, on peut faire des protocoles d'accoutumance. Ceux qui ont besoin d'un traitement à vie, on va les adapter, même s'ils sont allergiques. Et on va pouvoir faire des traitements, même contre les allergies aux venins de guêpes ou d'abeilles. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie sous-cutanée. Et c'est de ça dont on va parler. Donc, c'était la petite présentation. Hop, je vais revenir au Zoom. Hop, et arrêter le partage. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, qu'on puisse répondre. Je ne sais pas, je vais arrêter le partage. Je partage encore là, hein. Oui, tu partages encore là. Tout. Voilà, ça c'est mon petit défaut, c'est que je suis pas très douée en informatique, hein. Euh, je n'arrive pas à arrêter le partage. Ah voilà, c'est bon, j'y suis arrivée. Voilà. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc pour vous expliquer, on va commencer peut-être, Philippe, tu vas faire un petit point sur l'allergie alimentaire, comment on fait une immunothérapie orale. Ah oui, bah, du coup, je vais vous parler de l'allergie alimentaire. L'allergie alimentaire, donc c'est fréquent. Il y a des âges pour les allergies alimentaires. Euh, on commence l'allergie alimentaire par le lait, souvent, qui arrive autour de 3 mois, entre 0 et 3 mois, qui se traduit souvent par des coliques, de l'eczéma, des reflux, qui vont arriver. C'est souvent ces premiers signes qu'on a, et très vite, les pédiatres voient ça arriver, bien souvent avant que les allergologues les voient, puisque nous sommes malheureusement plus difficilement accessibles. Le traitement, donc, c'est au début l'éviction, mais très vite, on sait que le plus tôt possible, il faudra reprendre donc le lait. On fait d'abord donc une éviction qui va permettre de stabiliser les choses, de récupérer une bonne qualité de la muqueuse et de la peau, puisque c'est la qualité des interfaces qui permettra d'assurer une bonne tolérance. Une fois qu'on a obtenu ça, on va faire un protocole de réintroduction. Donc, ben, pour le lait, c'est classiquement, ça se fait dès que on a des inflexions au niveau des taux sanguins, qu'on voit que la croissance est bonne, que le bébé se développe bien. C'est là où on va voir et on va adapter en fait en fonction de l'enfant. C'est ça qui va donner le timing. Donc ça, c'est la classique pour le lait qui est très fréquente comme allergie. Ensuite, on va avoir entre 6 mois et 2 ans souvent les parties d'allergie à l'œuf, puis la partie d'allergie aux fruits à coque. L'allergie à l'œuf est le meilleur pronostic. Là aussi, on a quand même pratiquement 50% de guérison avant l'âge de 7 ans. Et assez vite, on peut réintroduire avec l'intérêt que les allergènes de l'œuf sont thermolabiles pour une part d'entre eux et que on peut à ce moment-là profiter de cette tolérance pour les allergènes cuits pour pouvoir introduire plus rapidement l'œuf et diminuer peu à peu la cuisson en faisant différents modes de cuisson. Donc, ça permet souvent de rétablir la tolérance. Mm. C'est
La plupart du temps, il y a par contre effectivement des personnes chez qui ça n'est pas possible, ça ne passe pas et ils gardent toujours une sensibilité. Les Alors, fruits, oui. je vais te couper parce qu'on a des questions qui arrivent en même temps, donc si ça peut être interactif, c'est bien. Ouais. Donc en fait, j'ai une première question qui dit l'allergie aux aliments, des fois on cherche plusieurs choses sur les prises de sang. Pourquoi? Des fois c'est positif sur d'autres aliments en fait ou le même aliment. Tu veux que je réponde? Ah bah Ah, tu peux, oui, tu oui, peux, tu c'est fais la bon. première et Oui, je oui, ferai la donc du coup, en prochaine. fait, quand vous êtes allergique, vous êtes pas, on n'a pas les mêmes allergies. Une allergie à l'arachide, c'est pas une autre allergie à l'arachide. Il y a des gens qui vont être réactifs sur une biologie de l'arachide, qui seront positifs à ARH8, qui est une molécule qu'on va retrouver dans des pollens. Et donc, ce sont des positifs d'allergie au pollen et pas du tout des allergiques à l'arachide proprement dit. Ceux qui sont à l'arachide proprement dit, c'est souvent RH2, RH6, donc ils sont des molécules très anaphylactiques. Et il y en a d'autres qui vont avoir des profils plus d'allergie aux légumineuses, c'est RH1, RH3. Et donc, pour une allergie à la cacahuète qui sera positif au F13, à arachide cacahuète, eh bien en fait, ça donne des profils d'allergie qui sont différents. Et c'est à ça que sert l'allergologue, c'est à trier les profils, à faire le point donc sur les différentes sensibilisations que vous avez et comment on peut faire pour réinduire une tolérance qui soit adaptée à votre cas. Ensuite, alors je continue parce que les questions s'enchaînent. Donc alors, pour répondre à la deuxième question d'Aurélie, combien de temps dure la phase de latence après un premier contact? Alors, si on le savait, ça serait magique parce qu'on aurait trouvé des solutions. Malheureusement, on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi un jour, il y a cette activation de ce petit complexe que je vous ai montré d'immunoglobuline E sur ce mastocyte. Pourquoi d'un coup il se met à s'activer? On ne sait pas exactement pourquoi. On pense qu'il y a une certaine c'est plutôt multifactoriel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un état où le corps a beaucoup trop d'inflammation, peut être fatigué, avoir des choses qui fait que, un peu comme dans les maladies auto-immunes, d'un coup, clac, il se met à s'activer. Donc, on n'a pas vraiment de réponse exacte, mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui deviennent allergiques à 60 ans. Hein. Sauf si la question c'était la durée après sensibilisation. Durée de sensibilisation, c'est le temps de production des anticorps. Donc, un contact induit une sensibilisation, on dit entre 10 et 3 semaines, selon la rapidité avec laquelle on fabrique les anticorps. Je ne sais pas si c'était ça la question. Je crois que c'était plutôt sur quand est-ce on passe de la phase de latence après. Mais enfin, en tout cas, on aura répondu aux deux questions. Voilà. Ensuite, j'ai allergie au lait de vache versus lait de chamel comme alternative. Alors, sur ça, attention, si on a des allergies, en fait, comme je vous l'ai expliqué, l'allergie, c'est qu'on a développé ces anticorps et qui vont reconnaître des protéines. Et on peut avoir des protéines qui sont exactement les mêmes entre les différents mammifères. Donc, on peut voir ce qu'on appelle des réactions croisées. Allergique au lait de vache, on va développer des allergies au lait de chèvre, des allergies au lait de brebis, de jument, etc. Et donc, possiblement d'autres animaux. Donc, il faut faire attention. Comme alternative, nous, on recommande surtout, comme l'a dit Philippe, c'est de pouvoir soit faire une éviction et une réintroduction pour essayer de guérir au mieux, soit aussi, bah, il y a tous les autres laits hein, qui peuvent être donnés, hein, qui sont très bien, le lait de riz, les autres alternatives. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu des études qui avaient montré que le lait de chamel et le lait d'élan avaient des allergènes qui étaient sensiblement différents du lait de vache. Enfin, la tractabilité qu'on a d'avoir du lait de Mm. chèvre et enfin, du lait de chamel et du lait d'élan, c'est quand même pas facile. C'est pas quelque chose où on sera quand même beaucoup plus simple d'avoir des laits alternatifs industriels pour lesquels on a des compositions carrées et on sait qu'il n'y aura pas de souci. Alors, on est obligé de passer les questions, il y en a tellement, on va essayer d'y répondre. Hein. Donc, j'ai enfant de 11 ans, éviction complète pistache et noix de cajou. Je découvre cette année la réintroduction. Est-ce qu'il est trop tard? Faut-il le faire? Alors, est-ce qu'il faut le faire? Est-il trop tard? Est-il trop tard? Non. On peut toujours essayer. Il y a aucun souci pour essayer. Faut-il le faire? Ben, ça dépend de vos habitudes de vie. Parce qu'en fait, c'est quand même, il faut avoir compris que la réintroduction, l'immunothérapie orale, ça demande en fait une reprise tous les jours quotidienne de petites doses qu'on va augmenter petit à petit. Donc, ça veut dire tous les jours devoir prendre son médicament, ça devient l'aliment. Et on utilise des aliments du commerce. Donc, pour de la cacahuète ou de la pistache ou de la noix de cajou, on va utiliser vraiment des purées de cajou, des purées de pistache, le beurre de cacahuète. Donc déjà, il faut de la motivation, il faut que toute la famille soit d'accord, il faut que l'enfant soit d'accord. Donc il faut réfléchir à tout ce process et c'est important, mais en tout cas, il n'y a pas d'âge. On sait que plus on le fait tôt, mieux c'est.
Voilà, que plus on le fait tôt et meilleure est la tolérance, mais c'est un engagement à prendre régulièrement l'aliment et à l'intégrer dans sa vie de tous les jours. Ce n'est pas une désensibilisation, ça ne fait pas disparaître l'allergie, ça nécessitera d'être continué. Ça monte le seuil de tolérance, vous arrivez à supporter plus de noix de cajou sans réagir, mais effectivement, il peut quand même dépasser son seuil de tolérance et faire des réactions malgré l'ITO. Mm. Voilà, c'est ça. C'est sûr que c'est comme le dit Séverine, c'est vraiment un engagement familial d'expérience. On sait qu'il y a des tas d'enfants qui l'arrêtent par dégoût pour l'aliment après, parce que parfois il y a des moments où ça gratte la bouche, parce qu'ils sont pas forcément bien avec. Donc, je pense que si votre allergologue de ville était contre, c'est probablement qu'il a dû se dire que ça allait être difficile, compliqué, mais discuter avec lui, hein, Mm. en général, quand même, les médecins sont assez ouverts. Alors, ensuite, j'ai la sensibilisation, premier contact peut-elle se faire même avec des quantités très faibles, exemple de la mention trace dans les ingrédients d'un produit alimentaire. Je peux. Vas-y. Donc, la sensibilisation, oui. Alors, la sensibilisation, elle peut se faire avec des quantités très faibles. Ce qui va faire la réaction et la sensibilisation, c'est la qualité de la muqueuse et de la peau. Et on en parle beaucoup aujourd'hui avec, vous avez vu sur le diaporama de Sévry, les ILC2. Donc, c'est de l'immunité innée qui va induire une réponse allergique. Et c'est juste la qualité de la peau, et c'est ce qui va faire qu'on se sensibilise plus à des allergènes comme les acariens qui, avec leurs enzymes, viennent irriter la muqueuse, irriter la peau et qui vont entraîner les sensibilisations. Et c'est ce mécanisme-là que l'on pense être en cause également pour les sensibilisations à l'arachide, avec les parents qui mangent de la cacahuète autour, ces petites particules qui se déposent, qui sont en petite quantité, il n'y a pas grand-chose qui vient réellement dans l'organisme, il suffit que ça touche la peau qui est inflammée avec un eczéma atopique, et la sensibilisation est là, et ça y est, c'est parti, c'est une allergie alimentaire. Donc, c'est pour ça que dans l'allergie alimentaire, en fait, on vous a parlé de l'immunothérapie orale, donc la reprise progressive de petites doses de façon continue, ça devient le médicament à prendre finalement, cet aliment. On a autre chose, c'est pour prévenir les allergies alimentaires, il est recommandé justement d'essayer de faire une diversification. euh, on dit un peu précoce, c'est entre 4 et 6 mois, c'est d'introduire les aliments, même les aliments dits à risque, donc allergisants, pour avoir une consommation régulière et permettre à l'enfant d'avoir une tolérance et plutôt que de créer de l'allergie. Et ça, il faut l'adapter. Tout doit s'adapter à votre façon de vivre parce que il faut introduire un aliment qui va être finalement donné de façon régulière, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Donc, il faut prendre l'habitude de le cuisiner. Si vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez faire une fois donner une purée de cajou, par exemple, puis derrière, vous en redonnez pas parce que vous en cuisinez pas pendant 6, 8 mois, c'est plutôt à risque. Donc, il faut, on dit, introduire les aliments comme vous mangez à l'habitude à la maison. Ça, c'est assez important. Côté alimentaire, on a encore des cas. Alors, on a encore des questions. Est-ce que l'on peut considérer une intolérance plus en allergie? Alors, il y a vraiment un système différent. Je vais prendre la question. Euh, une allergie, comme je vous l'ai montré, on a créé des anticorps qu'on peut même doser par prise de sang avec un dosage biologique. Quand nous, on fait des tests sur l'avant-bras, là, on peut aller les chercher. Dans une intolérance, c'est votre corps qui rejette. Il n'y a pas en fait de création de certains anticorps. Je mets bien sûr à part ce qu'on appelle la maladie cœliaque, plus couramment appelée l'intolérance au gluten, mais c'est une vraie maladie cœliaque. Donc, on n'a pas de création de ces anticorps dans l'intolérance. Donc, en fait, ça va être très dose dépendant. Ça va varier en fonction de l'aliment qu'on mange. Donc, il va y avoir une vraie différence. Une allergie, les anticorps, ils sont tellement au taquet que même avec des faibles quantités, ils vont se mettre à réagir et on peut chercher ces immunoglobulines E. C'est pour ça qu'on fait des dosages des fois dans la prise de sang. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose? Vas-y. L'intolérance, donc, c'est très fréquent. Il y a des tas de gens qui ont des maladies familiales d'intolérance qui sont des vraies maladies. On a par exemple l'intolérance au fructose, qui est l'incapacité à digérer le fructose et qui va donner des polypathologies des reins, du foie, du cœur également. Et ces maladies-là, elles sont tout à fait réelles, mais elles concernent une famille, en général, une famille de personnes. C'est héréditaire et sont des intolérances qu'on connaît relativement bien. Il y en a d'autres comme, par exemple, l'intolérance par déficit de G6PD, ce qu'on appelle le favisme,
Vous avez des personnes, donc sur tout le bassin du pourtour méditerranéen, c'est chez toi, Séverine, Ouais. qui vont être incapables de digérer donc les fèves, chez qui ça va entraîner une hémolyse. Donc c'est leurs globules rouges qui vont se détruire, ils ont des douleurs abdominales et ça peut être effectivement très, très douloureux. Donc, c'est des crises douloureuses abdominales qui se traduisent par une hémolyse au niveau sanguin, donc leurs globules rouges qui explosent. Heureusement pas tous. Mais c'était une des maladies d'intolérance qui sont des intolérances qui ne passent pas par les anticorps, qui n'ont rien à voir. C'est l'incapacité à digérer des molécules qui deviennent toxiques. C'est dans la moindre mesure ce qui se passe pour le lactose. À partir du moment où on n'est pas capable de le digérer, et l'intolérance au lactose, c'est quelque chose de très fréquent chez les Asiatiques, assez fréquent, donc 90% de la population chez les Asiatiques, 60% chez les Africains, et chez nous, c'est à peu près 10%. Donc c'est quelque chose qui est relativement rare, au point que pendant un temps, on pensait que ça n'existait pas, puisque la médecine était faite par les Européens et qu'on est un petit peu auto-centré quelquefois. Voilà, donc pour les intolérances, c'est ce que je voulais dire. Alors Ah si, ensuite, n'essaye pas. vas-y. Donc, Tu? il y a des allergies qui se passent pas par les anticorps, qui sont par exemple le syndrome d'entérocolite immunologique aux protéines alimentaires, ou SEIPA, qui est un mécanisme qu'on ne connaît pas encore très bien. On ne sait pas exactement comment ça se passe. C'est probablement cellulaire, donc de Mm. l'allergie plutôt retardée, et qui va entraîner des vomissements intenses, des malaises intenses, avec parfois perte de connaissance, vomissements, diarrhée, douleur abdominale insupportable, qui a l'avantage chez l'enfant de guérir relativement fréquemment, en 2 3 ans, qui par contre chez l'adulte reste souvent persistante. Ces allergies-là, en fait, on a tous dans notre entourage, il y a des gens qui vous disent, mais moi, je mange plus de mollusques, c'est fini, ça m'a fait vomir, j'en peux plus. C'est un CIPA, mais simplement, bah, ils ont pris d'eux-mêmes la mesure, ils ont arrêté d'en manger, ils n'ont plus de problème. Voilà. Donc oui, ça existe. C'est une intolérance, si on veut. Ça, pour le coup, c'est une vraie allergie, mais qui se traduit un peu comme une intolérance. Voilà, c'est des nuances. C'est qu'en fait, les anticorps, c'est des lymphocytes qu'on met en évidence qui sont à Ouais, c'est rechercher. Donc, ça. c'est plus le même mécanisme, mais on reste dans quelque chose avec la création. En fait, le système immunitaire a une réponse qu'on peut analyser. Après, on Ouais. n'a pas répondu à tout. J'ai une question qui me demande s'il existe des cas particuliers. On a une allergie sans sensibilisation. Donc, non, en fait, il y a toujours cette phase de sensibilisation. Par contre, parfois, on n'arrive pas à la trouver. Je vous donne l'exemple. Là, on a des études en cours. C'est pour savoir, alors attention, on va parler d'un phénomène, c'est pourquoi certains patients deviennent allergiques en faisant leur scanner pour la première fois avec injection, alors qu'ils vous disent, je n'ai jamais eu de produit de scanner avant. Euh, En fait, on est en train de mettre en évidence qu'il y a eu des contacts, parce qu'on est allergique à une molécule chimique, et qu'il peut y avoir eu des contacts avant via notamment, ça peut être dans l'alimentation des cosmétiques ou autres, qui finalement ont une structure qui est très proche de ces produits. Donc en fait, le corps a déjà créé à partir d'autres choses. C'est ce qu'on appelle les réactions croisées. C'est ce qui est très compliqué en allergie, c'est qu'en fait, on peut avoir développer des anticorps pour quelque chose et en fait, on a de l'allergie à autre chose. Je vous donne l'exemple des allergies croisées alimentaires. J'ai des patients, on en a beaucoup dans le sud, qui réagissent à la pêche. En fait, ils sont allergiques à la pêche parce qu'ils ont été sensibilisés au pollen du cyprès. Attention, on part un peu dans les complexités. Mais en fait, le pollen de cyprès a une structure, certaines protéines qui sont très proches de la pêche. Et en fait, ils présentent aucun symptôme, ils n'ont rien, mais ils développent une allergie à la pêche. Et quand on leur fait les tests, on retrouve bien le test à la pêche positif et celui du cyprès aussi positif. Et en fait, c'est ce pollen qui est très courant, qui est toute l'année, on en a maintenant dans le sud. Ils se sont sensibilisés justement, mais ils ont développé l'allergie que à l'aliment de la pêche, alors qu'ils n'ont pas de symptômes pour le cyprès. Donc, c'est ce qui est compliqué en allergie, c'est trouver quelle sensibilisation originale a causé les symptômes. Donc, voilà. Je crois qu'il faut parler du coup de quelque chose qu'on a bien connu en médecine, qui était l'arrêt de commercialisation du sirop qui Ah s'appelait oui. la folcodine. Et donc ce sirop, la folcodine, entraînait une sensibilisation à un motif, c'est un ammonium quaternaire, qu'on pouvait retrouver dans les curares. Et donc les gens devenaient allergiques aux curares qu'ils recevaient pour la première fois lors d'une anesthésie, alors que simplement ils avaient pris dans l'enfance du sirop donc de folcodine. Voilà, donc oui, c'était une sensibilisation à un motif, un allergène, qu'on a retrouvé dans autre chose et qui a déclenché une réaction à un produit qu'on utilisait pour la première fois, qui était le curare. Là, je pense qu'on a bien parlé Ah, encore deux questions, j'avais pas vu. Sur les allergies alimentaires, après, on parlera des allergies respiratoires pour aussi parler des traitements. Donc, enfant allergique arachide,
positif à RH2 et RH6. Alors là, attention, on parle de protéines très spécifiques. Peut-elle faire une réaction allergique grave si quelqu'un mange dans la pièce ou donc par voie inhalée, exemple dans un bus ou en avion? Euh, alors, je vais répondre à Ara, c'est très spécifique. Donc, ça va être effectivement, quand on est allergique à un arachide, on est allergique à des protéines et on peut avoir donc plusieurs types de protéines et on dose et on cherche ces deux protéines dont vous parlez, les 2 et les 6. Pourquoi? Parce que ça donne quand même des réactions qui sont très sévères en règle générale. Donc, oui, on peut faire des réactions allergiques graves. Après, sur la dose, eh ben, c'est très dépendant d'une personne à l'autre. Et ça, on arrive à le repérer très facilement juste avec l'interrogatoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé initialement? Quel est l'accident? Si l'enfant a mangé, je vous dis ça, par exemple, une dizaine de M&M's ou un paquet de curly entier, il est à rage 2, à rage 6, mais il a pu manger tout ça, on sera plutôt rassuré. Un enfant qui a un RH 2, 6 positif et qui vous dit j'ai juste eu le temps de mettre le curly au bord de la lèvre, là on va être plus prudent. Donc il faut avoir l'histoire et c'est pour ça que nous en allergologie on aime bien que vous nous précisiez beaucoup les histoires, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pour qu'on puisse estimer la dose de réactivité. Oula, ça, du coup, il y a beaucoup de questions. Je te laisse la prochaine. Quel est le Alors, protocole le plus rapide de je l'induction de vais assez tolérance? rapidement parce que le Ouais, protocole le c'est plus dur. rapide de l'induction de tolérance aux APLV caséine, en fait, il n'y en a pas. C'est vraiment de la médecine personnalisée. C'est Ouais. quel est le seuil de déclenchement pour l'enfant, qu'est-ce qu'il a comme symptômes, et c'est à partir de là où on va décider d'un protocole. C'est pas standardisé à ce Il- point. On a vraiment besoin de personnaliser. C'est de la médecine en fonction de ce qu'a l'enfant, qu'est-ce qu'il fait comme réaction, qu'est-ce qu'il a comme taux, et c'est là où on va pouvoir adapter. Alors, pareil, c'est pour la question d'après. Auriez-vous des recommandations générales concernant la réintroduction de lait infantile chez les nourrissons qui boivent du lait sans protéines de lait de vache? Alors, pareil, ça, c'est très personnalisé. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis sans protéines de lait de vache? Est-ce que c'était une réaction allergique? Est-ce que c'était des reflux? Est-ce que c'était une réaction retardée? Donc ça, il faut vraiment vous faire aider avec un allergologue qui va pouvoir essayer de voir parce que quelqu'un qui a une réaction, comme je vous l'ai dit, sévère au départ, on va y aller beaucoup plus petit. On va commencer tout doucement. Quelqu'un qui a eu des reflux, un SEIPA ou qui a eu une allergie plutôt retardée, dans ces cas-là, on ne va pas avoir les mêmes protocoles. Donc, l'allergologie, c'est de la médecine qui est très personnalisée avec des traitements personnalisables. Donc, il faut vraiment parler. Et est-ce qu'on peut guérir, je prends la salle d'après, d'une allergie à l'arachide avec une ITO à domicile, 6 cacahuètes 2 fois par semaine? Bon, déjà, c'est bien. Alors, le principe de l'ITO à la base, c'est de protéger l'enfant. C'est-à-dire que en cas de contact, il n'y ait pas de réaction et qu'on puisse vivre normalement. Le principe, c'est pas spécialement de se dire, tiens, on va essayer de faire qu'il puisse manger de la cacahuète quand il veut. C'est de le mettre en sécurité. C'est de réhabituer le corps pour que s'il croque dans un aliment qui contient de la cacahuète, un, il connaisse le goût. Deux, il n'y ait pas de réaction sévère parce qu'il sera déjà protégé et qu'il puisse dire, stop, je m'arrête là. Mais oui, on voit des guérisons. Donc ça, c'est possible. On en voit et on en voit de plus en plus quand on a commencé tôt. Et ça, c'est avec le suivi de l'allergologue qu'on pourra juger si on considère qu'il est guéri ou pas. Mais on préfère dire qu'il est un peu, voilà, qu'il faut qu'il garde cette habitude d'en consommer régulièrement pour être vraiment protégé. 6 cacahuètes, c'est déjà pas mal, hein. C'est un demi-sneakers, hein. C'est, c'est bien. Donc voilà. L'objectif étant en fait qu'il ait une vie normale, sans symptômes dans la plupart des cas et qu'il sache être prudent sur les cas justement où il dépasserait cette dose-là. Alors, la question de Lorraine Antoine me fait passer au deuxième. Si vous, c'est bon pour les allergies alimentaires, on vous a expliqué. Donc, pour résumer, l'allergie alimentaire, on peut faire des immunothérapies orales qu'on débute à l'hôpital ou parfois en ville et qui demandent une prise progressive à dose progressive et constante de l'aliment. Ça se fait, ça marche et on les fait de plus en plus tôt chez l'enfant. Et surtout, la diversification précoce permet de prévoir et de prémunir finalement du développement des allergies. On va passer au respiratoire parce qu'il est déjà 21 heures. Donc, il existe des allergies respiratoires aussi. Vous connaissez le pollen qui peut donner des rhinites, de l'asthme. Je vous en ai un peu parlé. Et en fait, pour ça, on a des traitements. On a des traitements qui s'appellent les immunothérapies orales, ce qu'on appelait la désensibilisation. Le principe, c'est de prendre en fait l'allergène. Si on est allergique, par exemple, au bouleau ou aux acariens, on va prendre les protéines bouleau-acariens qu'on va laisser sous la langue et soit sous forme de liquide ou de comprimé. Ce traitement, on va le garder en bouche pendant 2 minutes. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a plein de cellules dans la bouche. C'est pour ça qu'on ne fait pas des caries tous les jours.
toutes ces petites cellules, elles vont venir capter le produit et ensuite elles passent par les glandes salivaires pour rejoindre le système immunitaire, présenter et en fait que le système immunitaire il se dise ah ok je le connais, bon bah c'est bon je vais arrêter de réagir, ah ok et tous les jours il va dire ok et on va créer comme ça une tolérance. Donc c'est un traitement qui se passe au niveau de la bouche. Vraiment. C'est pour ça que vous voyez les petites fioles ou les comprimés. Il n'y a pas besoin, c'est pas des choses qu'on avale spécialement. Et donc, oui, on a de plus en plus d'études qui montrent que ça marche, vraiment. Donc, il y a pour tout. Par contre, comme je vais répondre à la question tout de suite de Lorraine, mon fils a une forte allergie au pollen, bouleau et acarien. Au bout d'un mois, la désensibilisation lui est insupportable. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est un, comme je vous l'ai dit, c'est on traite le mal par le mal. On va prendre ce à quoi on est allergique. Donc, des fois, la dose, elle est trop forte. Il faut baisser. Il ne faut pas hésiter à baisser et à attendre un petit peu. On peut cracher au lieu de l'avaler, rincer la bouche juste après, prendre même un antihistaminique avant pour s'habituer parce que ça va enlever les petits effets. Donc, il y a beaucoup de techniques. Donc, il ne faut pas hésiter à là passer un coup de fil à l'allergologue qui a prescrit, lui dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, on réévalue et on voit comment adapter le traitement au mieux pour que ce soit bien supportable. Voilà, la désensibilisation ne peut fonctionner que s'il n'y a pas de choses insupportables qui se passent dans votre bouche. S'il y a tout le temps des réactions fortes, ça ne fonctionnera pas, ça ne va faire qu'aggraver les choses. C'est pour ça qu'il faut induire la tolérance, si besoin, comme disait Séverine, avec des tas de petits moyens qu'on a et que votre allergologue vous dira, qui sont de mis sous traitement, crachés, etc. Voilà. Et donc, la deuxième partie de la question, c'est il ne parvient plus à manger des pommes ou des poires. Tu veux répondre ou je réponds? Vas-y. D'accord. Donc, en fait, l'allergène du bouleau, c'est une molécule qui, enfin, donc, quand vous êtes allergique à des molécules présentes à l'intérieur d'un produit. Pour le bouleau, la molécule en question, dans 95% des cas, c'est ce qu'on appelle une PR10, qui est une molécule de défense du règne végétal. Tous les végétaux de la planète fabriquent des PR10 et ils vont les fabriquer quand ils sont agressés. Agressés par des insectes, agressés par des par des insecticides. Et ils vont produire cette PR10 en périphérie du fruit et du légume de manière à avoir un goût désagréable pour l'insecte. C'est comme ça que ça a été créé. Sauf que du coup, ben, à un moment, donc votre fils, il s'est sensibilisé, mettons d'abord au noisetier de la haie du jardin, et puis l'année d'après, il a reconnu la perdrix non plus du noisetier, mais celle du boulot du voisin. Et puis l'année d'après, ben, quand il croque dans une pomme, il retrouve une perdrix qui ressemble, et il est devenu allergique à la perdrix. Pour les pommes, pour les poires, pour tous les fruits ou légumes crus, c'est tout à fait possible et c'est décrit. Ça montre juste donc il est bien allergique si c'est celle donc, si c'est la désensibilisation qui le fait réagir, c'est qu'il y a bien les bons produits à l'intérieur de sa désensibilisation, ceux qu'il lui faut pour qu'il aille mieux. Donc, c'est pas une raison de l'arrêter, c'est une raison de le continuer et d'améliorer la tolérance. Et c'est la disparition des sensations, justement, qui montrera que cette tolérance est en train de s'installer. Et si Voilà. vraiment en ce moment il a du mal à manger les pommes et les poires, alors bon, je fais mon petit côté attention, on n'est plus trop dans les périodes pommes et poires là, hein. Donc voilà. Mais vous pouvez avoir des petites techniques. Ça, on l'a sur le site. Il y a certaines pommes qui sont plus supportables que d'autres parce que moins chargées en PR10. Alors pour ça, on a un tableau. Vous pouvez le retrouver sur le site de la semaine allergie. On a fait exprès une vidéo qui parle des PR10 justement du syndrome pomme-boulot. Mais l'autre chose aussi, c'est d'enlever au maximum la peau. Et vous pouvez en fait cuire aussi, cuire les aliments parce que cette PR10, elle est détruite par la chaleur. Donc, pour manger des pommes, au plus simple aussi, c'est la salade avec du citron, la salade de fruits qui va cuire tranquillement. Donc, on pèle un peu large, on coupe en petits bouts, on peut mettre du citron. Et puis sinon, tout ce qui est tarte aux pommes, compote et tout ça, ça passe très bien. Ensuite, j'ai comment gérer un asthme chez un enfant obèse. Euh, Oh, ça demande une consultation parce qu'en fait, ça dépend de quoi. Est-ce qu'il est asthmatique parce qu'il est allergique? Est-ce qu'il est asthmatique parce que c'est finalement il est asthmatique, maladie asthmatique, un phénotype enfin, propre à la famille. Ça, c'est à analyser. Après, comment on peut gérer? Il faut qu'il ait un traitement de fond, donc il faut qu'il ait un suivi. Il faut qu'on évalue si le traitement de fond il est bien ou pas. Donc, il ne faut pas avoir peur des inhalateurs qu'on donne. Souvent, vous savez, dans une grande majorité des cas, les inhalateurs qu'on donne sont très souvent mal pris. On n'arrive pas spécialement. Donc, on a des chambres pour ça, des petites chambres dans lesquelles on met le dispositif pour améliorer. Donc, s'il y a vraiment un sujet, c'est l'asthme, c'est sévère. L'asthme, il y a des hospitalisations, on en a 9000 par an quand même. Donc, si ça va pas, il faut revoir votre médecin, réévaluer s'il faut aller chez l'allergologue ou un pneumologue pour faire un bilan en fonction
finalement de son phototype, de quel phénotype il a un asthme. Ça, c'est Ouais. important. En tout cas, le laissez pas comme ça. Ça, c'est sûr qu'il faut. Comme dit Séverine, effectivement, il faut faire un phénotypage, c'est-à-dire préciser quel type d'asthme c'est. Est-ce que c'est un asthme allergique ou est-ce que c'est un asthme métabolique, en fait, qui est lié à l'obésité, puisque l'obésité est une maladie en elle-même qui va entraîner une oppression, une pression permanente, en fait, qui est de la masse graisseuse sur la cage thoracique et qui entraîne un syndrome restrictif et une partie du syndrome obstructif. Et Mm. donc, traiter l'obésité, c'est aussi traiter une partie de son asthme. Donc c'est là où vraiment c'est spécialisé, on n'a pas de réponse toute faite pour vous. Il faut considérer l'obésité, clairement, comme cause possible de son asthme, mais il peut avoir aussi une composante allergique associée, il peut avoir d'autres composantes, et c'est vraiment le phénotypage, et là c'est vraiment notre travail à nous d'essayer Mm. de trouver comment ça fonctionne chez lui pour gérer son asthme. Ensuite, une désensibilisation peut-elle être arrêtée puis reprise? Oups, la question, excusez-moi, elle a glissé. Par exemple, si le patient n'a plus d'allergologue ou qu'il doit en retrouver un. Alors, oui, on peut très bien arrêter, reprendre. Après, si on essaye le maximum, c'est bien de la faire tout de suite parce que on sait que quand on fait 1 an de désensibilisation, on va avoir un bénéfice pendant 1, 2 ans, puis après, ça va revenir. Si on en fait 2, ça dure 3, 4 ans, mais on s'est arrivé à une charnière où on arrive à 3 ans de traitement. C'est pour ça que on vous embête toujours avec ces 3 ans, c'est qu'en fait, on est quand même la seule maladie chronique où on fait un traitement qu'on va arrêter. Donc, au bout de 3 ans, c'est un arrêt. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est tranquille pendant une dizaine d'années. Donc, on aime bien quand même aller jusqu'au bout. La désensibilisation, ça se prescrit en fonction, donc soit il y a les formats comprimés, mais on a aussi les voies, ce qu'on disait en liquide. Et là, en fait, on peut faire une ordonnance qui est valable pendant 1 an. Donc, l'allergologue, s'il doit partir ou autre, c'est bien qu'il anticipe ou alors qu'il puisse faire une prescription au moins 1 an, le temps de retrouver un allergologue, parce que même si on n'est pas nombreux, il faut savoir qu'on est 500 allergologues en France. Euh, on est quand même assez bien répartis sur le territoire. Donc, trouver un allergologue, c'est possible. C'est juste que ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, l'allergologue qui part à la retraite ou qui a déménagé, normalement, il doit pouvoir renouveler pour 1 an, histoire de laisser la possibilité au patient ou à son médecin traitant de trouver une solution. Euh, que faire lorsqu'un quelqu'un présente des dizaines d'allergies respiratoires, acariens, animaux, pollen, moisissures, euh, goudron? Peut-on faire un protocole pour une désensibilisation globale ou faut-il les faire une par une? Alors, Amandine, là, je commence. Vas-y. Déjà, il faut faire la part des choses. Parce que, est-ce qu'on dit allergie parce qu'on a fait des tests et qu'ils sont tous positifs? Dans ces cas-là, on vient de l'apprendre, on vient de revoir. Attention, ça peut être des sensibilisations. Vous avez des anticorps, ils ne sont pas tous activés. Le rôle de l'allergologue, c'est justement d'essayer d'analyser quelle est la part qui donne les symptômes les plus gênants, les plus embêtants, pour pouvoir proposer le traitement le plus adapté. Donc, avant, on disait, c'est vrai, il y a plusieurs années, on disait, ah, vous êtes allergique à tout sur des tests, on ne peut pas vous désensibiliser. Maintenant, l'allergologie, c'est une spécialité. On avance. Depuis 2017, c'est reconnue comme une spécialité médicale à part entière. On sait très bien maintenant qu'on doit cibler les choses et qu'on peut améliorer le quotidien en ciblant et en faisant une, deux des sensibilisations en même temps. Puis après, on pourra peut-être changer plus tard. Donc, il y a toujours de l'espoir. J'ai envie de dire, faut pas considérer que rien n'est impossible. Faut aller voir un allergologue, faut refaire le point, quitte à faire des petits calendriers aussi pour récupérer à quel moment on est le plus gêné. Et à partir de là, on peut mettre en place une thérapeutique avec une immunothérapie, hein. Tu veux me compléter, Philippe, ou... Non, non, c'est tout à fait ça. C'est on essaie de déterminer quels sont les allergènes principaux, c'est-à-dire quelles sont les situations dans lesquelles vous vous déséquilibrez, les moments où ça ne va pas. C'est ceux-là qu'il faut cibler en premier. En général, on va commencer, comme dit Séverine, par un ou deux qui semblent être les dominants dans dans ce déséquilibre. Et souvent, des allergies qu'on pensait être importantes deviennent mineures à partir du moment où on a correctement équilibré le reste. Et finalement, on a pu se contenter de une, deux, trois désensibilisations et on a tout à fait équilibré les choses. Et du coup, quelle durée est préconisée pour une désensibilisation au poil de chat par goutte depuis 2 ans? Pas de contact régulier avec les chats à ce jour. Comme on l'a expliqué, en fait, nous, on préconise d'aller au moins jusqu'aux 3 ans de traitement. On peut aller faire plus longtemps s'il faut, mais le minimum de 3 ans, il est largement recommandé pour voir une efficacité au moins qui perdure dans le temps. Donc, 2 ans, c'est bientôt fini, plus qu'1 an. C'est officiellement 3 à 5 ans.
Et effectivement, la plupart du temps, Séverine, comme moi, je pense, on arrête à 3 ans parce que la Ouais, en plupart général. des gens sont suffisamment bien et qu'ils ont déjà fait l'effort de tenir jusque-là. Et qu'au fur et à mesure, on sait bien que plus on va bien, et c'est le cas de la désensibilisation, moins on est régulier. Et donc, c'est pas forcément utile de continuer la quatrième, cinquième année avec des prises qui deviennent beaucoup moins régulières. Alors ensuite, j'ai un confrère récemment installé médecine générale. J'ai régulièrement des parents qui viennent suite à un premier épisode d'éruption cutanée non grave, des plaques autour de la bouche, au niveau du visage, sans gonflement ni gêne, ni bronchospasme, survenu au cours de la diversification pomme, framboise, cannelle. Comment faire la part des choses entre un aliment histaminolibérateur, là ça va être, on va le faire, hein, qui peut être redonné sans risque versus situation nécessitant une éviction de l'aliment suspecté jusqu'au rendez-vous chez l'allergologue. Je commence. Alors, en fait, déjà, il faut regarder c'est les antécédents de l'enfant. S'il a un terrain atopique, c'est-à-dire il souffre d'eczéma, de dermatite atopique, il va avoir une peau beaucoup plus réactive. Et on sait que les aliments, pommes, la framboise, la tomate, ça donne souvent ces réactions autour de la bouche. La première chose, c'est l'enfant, est-ce qu'il en veut? Honnêtement, un enfant allergique, très souvent, il refuse l'aliment. Il commence à vous le montrer. Là, s'il le mange avec bien, ça coule et il a les traces, faut pas s'inquiéter, surtout si ça dure pas longtemps, ça part à suite, il n'y a pas de souci. Puis les aliments, pommes, framboises, cannelle, c'est pas les aliments les plus allergisants. Un enfant qui va faire une réaction avec des aliments, on les connaît, hein, les listes des aliments qui donnent le plus d'allergie. Hein, on a le lait, l'œuf, la cacahuète, les fruits à coque. Je parle surtout de cela. Qui le prend, qui va avoir une réaction et d'autres signes en plus, il peut tousser, cracher, avoir il n'est pas bien, il commence à se gratter de partout. Là, on va se poser plus de questions. On va se dire, OK, on va voir. On peut essayer, pourquoi pas, de refaire un petit test en redonnant une prochaine fois une toute petite quantité vers la lèvre pour voir si ça recommence. Là, on se dit, OK, faut aller voir l'allergologue. Mais donc, c'est quel est l'état de la peau de l'enfant de base? Est-ce que c'est des aliments à risque ou pas? Et puis, si c'est pas des aliments à risque et qu'il les mange avec plaisir, il n'y a pas trop de soucis. Si c'est des aliments à risque et que l'enfant, ça recommence plusieurs fois et il a d'autres signes, c'est l'allergologue. Je prends la question suivante. Ouais. Donc, y a-t-il une alternative à la ventoline qui provoque des tachycardies, donc jusqu'à 150 chez mon fils? Alors non, il n'y a pas d'alternative pour lever le bronchospasme, c'est bien les bêta 2 stimulants donc, qui Oui. doivent être utilisés. Après, c'est la question de la prise et de la technique de prise, d'une part. Et la deuxième chose, c'est les médicaments associés. Il y a un certain nombre de médicaments, dont les antihistaminiques, la plupart d'entre eux, qui vont augmenter ce qu'on dit le QT, c'est-à-dire le courant électrique au niveau du cœur et qui peuvent faciliter la tachycardie. Donc là, il va falloir réviser éventuellement les traitements qu'on prend en même temps. Ensuite, il y a la technique de prise de la ventoline. Très souvent, donc, la ventoline, quand elle est prise à la main, est mal prise. Elle va être impactée au niveau de l'œil du fond, de la muqueuse de fond de gorge et elle va provoquer du coup un grand passage systémique avec de la tachycardie. Donc, dans un premier temps, passer à une chambre d'inhalation ou alors utiliser des systèmes assistés comme d'autres techniques qui existent en poudre ou en spray à déclencheur automatique, je donne pas les marques, mais qui existent et qui permettent d'améliorer la coordination main-bouche et de faire qu'on ait moins ces effets secondaires-là. Pensez également, dans ces cas-là, à rincer la bouche après la prise pour ce qui a été impacté en fond de gorge. Mm. Et puis alors l'autre chose, c'est regarder, s'il y a, attention, hein, je le rappelle, s'il y a une prise de ventoline très régulière plusieurs fois, c'est que l'asthme est déséquilibré, donc il faut un traitement de fond à base de corticoïdes inhalés, donc ça demande une réévaluation médicale. C'est ça. Par D'accord? définition, la ventoline doit être prise rarement. Si on a souvent besoin de ventoline, c'est qu'on va pas bien. Donc là, il faut faire un point avec le médecin. Le traitement de fond est pas bon et il faut que les crises soient rares et explicables. Donc, on a fait un bon point sur le respiratoire. Je pense qu'il nous reste 10 minutes pour faire un petit point sur les autres traitements qui peuvent être intéressants, surtout en cette période d'été. On parle beaucoup de réactions aux guêpes, aux abeilles. Alors, il faut savoir que la désensibilisation au venin de guêpes d'abeilles, ce qu'on appelle immunothérapie, se passe par injection sous-cutanée qu'on fait souvent dans le bras. Je ne sais pas si vous voyez mon bras. Donc, c'est des injections. C'est la désensibilisation la plus efficace qu'il existe. C'est-à-dire qu'un patient ayant fait une réaction, on a
98% de chances qu'il soit guéri grâce à ça. Elle est réservée aux patients ayant fait des réactions sévères, c'est-à-dire à base d'une piqûre, on a une réaction généralisée. Attention, on ne va pas le faire à tous les patients qui ont été piqués et qui ont fait une réaction qu'on dit locale, c'est-à-dire piqué à la main, je réagis au niveau de la main, voire même je réagis jusqu'au bras. Ça, c'est réservé. On ne va pas faire de désensibilisation au venin de guêpe ou d'abeille pour ça. Par contre, quelqu'un qui a fait une réaction généralisée ou qui a des facteurs de risque de se faire piquer très souvent, je pense aux apiculteurs avec les venins d'abeilles, eux, on va leur faire ce qu'on appelle une immunothérapie sous-cutanée. Donc, c'est un protocole qu'on commence toujours à l'hôpital au départ, puis après, les piqûres peuvent se faire une fois par mois et on espace petit à petit au cabinet de l'allergologue, voire les médecins généralistes le font très bien. Il n'y a aucun souci en général, enfin, s'ils sont motivés, qu'ils ont le temps, bien sûr. Mais ça peut se faire et ça marche, mais vraiment, ça marche vraiment très, très bien. Donc, faut savoir que ça existe. Donc, faut pas avoir peur si vous avez une personne qui a fait une réaction à ces genres de guêpes ou d'abeilles, à poser la question. Euh, le risque de réaction, bah, voilà, anaphylactique avec ce traitement, il est très rare. Il y a très peu de réactions anaphylactiques. Quand on en a, en général, c'est qu'on cherche en fait des pathologies associées. Parce que le protocole se débute à l'hôpital parce qu'il est vraiment, c'est des toutes petites doses. On injecte vraiment des micromillilitres au départ, puis on monte, on monte, on monte. On appelle ça un protocole dit ultra rush, c'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée au départ, il va y avoir en alternance au niveau des bras une petite montée de dose, une petite montée de dose. Donc on va voir une réaction locale. On peut voir souvent ils ont un petit gonflement, ils ont de la rougeur qui apparaît. On met des compresses d'alcool et voir, on donne des antihistaminiques, parce que le but, c'est pas de savoir s'ils sont allergiques, on le sait, c'est d'entraîner une tolérance. Donc, ça se passe souvent très bien. Et quand ça se passe, c'est très rare les réactions généralisées pendant le traitement, et c'est souvent qu'on cherche une pathologie associée, ce qu'on appelle la mastocytose ou autre. Et oui, donc ça marche très bien parce qu'on a l'allergène directement dans les glandes de l'animal. Donc forcément, là, l'allergène, il est standardisé et purifié naturellement. Donc ça aussi, c'est ce qui fait l'efficacité par rapport à ce qu'on peut avoir à côté pour les autres sources. Deuxième des choses, c'est l'induction de tolérance comme la montée de dose, l'ultra rush. Ça crée ce qu'on appelle une sidération mastocytaire. On profite d'un moment où les mastocytes ne réagissent plus parce qu'ils ont reçu en dessous de la dose qui les faisait réagir, et puis après c'est à peine plus. Et donc on profite de ce moment-là pour monter et faire que dans la même journée, finalement, on arrive à la fin de la journée dans l'ultra rush à avoir fait plus d'une injection de venin et la personne n'a présenté aucun symptôme, si ce n'est des symptômes locaux. Et après, effectivement, comme dit Séverine, dans l'entretien, il n'y a pas de raison au fait que la personne fasse de réaction. La tolérance a été induite et on va juste entretenir la tolérance. Donc, ce Mm. qui peut entraîner une rupture de tolérance, ça va être des espacements trop importants, ça va être une allergie concomitante, personne qui a un asthme qui est déséquilibré, c'est pas le moment de lui faire son injection. Donc, c'est ces choses-là qui peuvent entraîner des moments qui nécessitent qu'un médecin évalue la situation avant de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas délégué ça comme acte infirmier. Ça nécessitait quand même d'apprécier si la personne était en état de supporter une injection de venin ou pas. Alors, est-ce qu'il y a plus de risques d'être allergique au venin quand on a des allergies alimentaires, respiratoires, une peau atopique? Mon fils ne s'est jamais fait piquer et j'ai peur de la première piqûre. Alors, Aurélie, je vais vous rassurer, non, il n'y a pas plus de risques. Parce qu'en fait, quand on fait une réaction allergique, si vous voulez, on a même une classification en deux parties. On a une classification de ce qu'on appelle les allergies finalement avec un terrain atopique. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est respiratoire, alimentaire, donc, on est là-dedans. Et ceux qui sont vraiment non atopiques, c'est-à-dire que vous n'avez rien et bam, ça vous tombe dessus. Et ça, c'est l'allergie médicaments et hyménoptère et au venin. Donc, non, le risque est le même pour toute la population. Et au contraire, on a plutôt une tendance à trouver que pour les médicaments, les venins, il n'y a pas de terrain atopique, justement. Et pour les abeilles, il y a un truc qui est super intéressant, c'est de voir les apiculteurs, donc leurs premières années de vie, leur risque de devenir allergique est très fort. Sur les 5-10 premières années, des sensibilisations très fréquentes qui vont nécessiter ensuite une immunothérapie. Quand ils ont passé la dizaine d'années, ben, leur risque diminue au fur et à mesure du temps, et plus Mm. ce sont des vieux apiculteurs, moins ils ont de chances d'être allergiques au venin d'abeille. Donc, à force de se faire piquer à des petites quantités sans réagir, ben, ils ont induit leur tolérance eux-mêmes, et ça leur devient très difficile de devenir allergiques.
J'en profite pour rebondir sur la question des Ouais. frelons. Les frelons, c'est des grosses guêpes. Et donc, oui, c'est la même chose. La sensibilisation existe et est efficace aussi. J'en profite aussi pour dire que, il y a à peu près 120 personnes par an qui meurent en France par piqûre d'hyménoptère. La moitié, c'est des envenimations. Et c'est là où le frelon pose problème, c'est que le frelon, c'est une grosse guêpe, donc il injecte beaucoup plus de venin que les Mm. autres. Et un enfant, par exemple, avec 6 piqûres de frelon, peut tout à fait y laisser sa peau. Et les adultes, quand un essaim de frelons les attaque, ben oui, c'est constamment mortel parce que la quantité de venin injecté devient trop importante. Et là, l'adrénaline ne sert absolument à rien. Ce sont des produits qui sont neurotoxiques essentiellement et ensuite qui vont également détruire les muscles et on meurt de crise convulsive ou de destruction des muscles qui vont entraîner une insuffisance rénale aiguë. Donc c'est de la réanimation, hein, les traitements et c'est pas du tout l'adrénaline. L'adrénaline là-dessus ne fera que poser un problème supplémentaire. Voilà. Eh ben, ça fait une belle transition pour terminer. Moi, je pense qu'on va parler justement un peu de l'adrénaline, si ça dit, dans les traitements, parce qu'on a un message hyper important à passer dans l'allergie, notamment alimentaire, venin ou autre, c'est l'usage de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est un traitement qui est vital pour les patients qui ont des allergies sévères, ce qu'on appelle l'anaphylaxie. Donc, quand on souffre d'une allergie sévère alimentaire, d'une allergie sévère au venin, il est important de toujours avoir sa piqûre d'adrénaline sur soi et que surtout, ben, l'entourage sache l'utiliser. Vraiment, c'est important. Le message, c'est personne ne meurt de se faire de l'adrénaline, d'accord? Donc, il n'y a aucun problème avec les stylos interjecteurs. Tout est dosé, calculé, il n'y a aucun problème. On peut même faire 2 piqûres si besoin, donc il n'y a vraiment aucun problème. Le risque, c'est vraiment de ne pas le faire. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une trousse d'urgence contenant de l'adrénaline avec dedans ce petit protocole, il faut lui faire, n'ayez pas peur. L'usage est assez simple. Vous pouvez voir des vidéos de partout. Nous, on en a fait sur le site de la Semaine de l'Allergie. On en parle beaucoup sur le site de l'Asso Allergie France aussi, de regarder pour pouvoir l'utiliser s'il y en a besoin. Vraiment. Alors, et on a la question qui rebondit, du coup, pas une grande petite question, c'est pourquoi vous avez dit que l'adrénaline aggrave qu'en piqûre de frelon? Pas trop En compris. fait, Tu peux c'est recommencer. pas qu'elle aggrave, c'est qu'elle est inadaptée. En fait, c'est juste que quand on a une réaction liée à plusieurs piqûres d'insectes, notamment des frelons, on n'a pas une réaction anaphylactique, on a une réaction neurotoxique ou qui va entraîner. C'est un choc toxique qui va se mettre en place, pas un choc anaphylactique. Et donc l'adrénaline ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est des mesures de réanimation. C'est comme un peu un venin de serpent ou autre. C'est le même process. C'est pas de l'allergie. Hospitalisation Attendez. Voilà. Hospitalisation systématique pour le frelon. Non, non, non. Alors, comme pour tout, attention, là, on parle de plusieurs piqûres de frelons en même temps. Là, oui, il va y avoir beaucoup. Mais si on a une piqûre et qu'on réagit, euh, alors, en général, s'il faut de l'adrénaline, il faut quand même une surveillance, hein. D'accord? Donc, voilà. Mais ça arrive très souvent qu'il y ait des gens qui se fassent piquer, ils font une réaction d'urticaire, ils rentrent chez eux, ils vous disent, bah, j'étais pas bien, je me suis senti pas très bien, j'ai pris 2 antihistaminiques, je suis allé à la pharmacie. Puis c'est passé le lendemain, je suis très très fatiguée. En fait, ils ont fait un début d'anaphylaxie, ils se rendent pas compte. Donc là, on les prend en charge tout de suite. Pour l'adrénaline avec le stylo auto-injecteur et canicule, ne pas oublier de transporter dans pochette isotherme. Oui, très bien. Oui, Merci Catherine. l'adrénaline. Merci Catherine. Et jeudi 12h30, moi je vous donne rendez-vous pour un webinaire justement sur l'adrénaline et l'urgence. Donc toujours sur la semaine de l'allergie avec le docteur Latayade, médecin Alors, pompier. on a une question concernant l'adrénaline. On peut la conserver jusqu'à 25 degrés. Sur les boîtes, il est noté de conserver entre 6 et 25 degrés en vacances, en pleine canicule plage. Comment les conserver? Alors pour ça, bah justement, on en parlait avec Catherine qui nous a dit, il y a des pochettes isothermes. Donc c'est sûr que ce qu'il faut éviter, c'est éviter de les mettre dans la boîte à gants, parce que là, ça va être impossible. Par contre, l'avoir sur vous, la mettre dans une pochette isotherme et la conserver comme avec les aliments. Avec les aliments, si on va pique-niquer ou autre, il y a pas de risque. De toute façon, il y a toujours une bague de sécurité. Dans tous les silos, vous pouvez regarder la coloration. Si la couleur est transparente et fluide, c'est que tout va bien. Et puis si en fait ça a changé de couleur, c'est que là, ça va pas. D'accord? Voilà. Donc, Mais même si ça ne va pas, faut, en cas d'urgence, utilisez quand même. voilà. Mais c'est juste, il faut vérifier ça. Mais en règle générale, c'est assez simple, ça tolère. On dit 25 degrés pour être sûr, hein, faut pas essayer de monter plus. Mais déjà, il y a eu des études où on a montré que, voilà, c'est pas quelques degrés de plus qui vont changer les choses. Mais la trousse isotherme, elle est importante. Voilà, il y a même, bah voilà, on a des petites
Brisipac, tout ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. On espère cette Euh, année avoir d'autres formes d'adrénaline que les stylos, mais on attend encore. voilà. Ouais, la nouveauté qui arrive cette année, on l'attend, c'est de l'adrénaline par voie nasale. En fait, un petit spray qu'on mettrait, clac, et on appuierait dessus pour délivrer la dose, et là, il y aurait une meilleure résistance à la température. Est-ce que vous avez d'autres questions sinon? La date de présentation de Et l'adrénaline, du jeudi coup, prochain, 12h30. ce jeudi midi 30. Ouais. Dernière question et après on va devoir conclure. On avait dit 1 heure. En tout cas, merci beaucoup parce que vous participez énormément. C'est hyper intéressant. S'il n'est pas trop tard, question en 2 points. Y a-t-il un consensus sur la fréquence et la quantité de lait infantile, oula, qu'il faut continuer à donner si ce dernier a été introduit dans les premiers jours à la maternité ou en complément d'un allaitement maternel? 2. Dans les cas où, pour éviter le risque de développer une allergie aux protéines de lait de vache, la maternité a introduit un hydrolysa en complément d'un allaitement, et si cet hydrolysa a été maintenu au cours des premiers mois, peut-on passer à un lait infantile classique? Alors, je vais essayer d'être assez synthétique sur l'introduction du lait, peut-être. En fait, la règle, c'est il faut écouter si la maman a envie d'allaiter, donc déjà, c'est bien, il faut l'aider à réussir cette étape, qu'on ne réussit pas forcément tous, hein. Il y a ça. Par contre, si elle a besoin d'un soutien avec du lait, dans ces cas-là, on préfère donner des hydrolysats plutôt que du lait, parce que si c'est ponctuel, c'est ce qui va entraîner derrière, si elle arrête après qu'elle arrive à allaiter, vu qu'il y a eu un premier contact et la reprise du lait sera tard, elle risque de développer des allergies au lait. Donc, on préfère dire, OK, en complément, on va donner plutôt des hydrolysats. Si quelqu'un a fait un allaitement, tout s'est bien passé, jamais de premier contact, et que derrière, on a envie de dire, bah, passer à du lait infantile parce que l'allaitement doit s'arrêter, pas de problème pour passer à du lait normal. Voilà, j'espère que c'est la réponse. J'ai essayé de répondre un petit peu aux deux. Si on... Alors là, ça fuse un petit peu trop, j'essaie de suivre, hein. Si on part sur un allaitement mixte, OK pour donner du lait normal, enfin du lait infantile, je pense, protéines de lait de vache, eh ben oui, si c'est du mix et qu'on sait qu'il va pas y avoir de rupture, aucun problème. En fait, il faut pas de rupture. Le problème qu'on a vu se développer, c'est vraiment ça, c'est en soutien, la maman essayant d'allaiter, les premiers jours de vie, on lui donnait du lait normal. Et en fait, comme après elle réussissait, il y avait cette rupture et derrière se développaient des allergies parce que du coup, il y avait plus de contact avec le lait. Et puis plusieurs mois après, on introduisait le lait. Donc, si on est dans cet essai, il vaut mieux des hydrolysats. Si on sait que ça va être déjà du mix ou du lait infantile, on peut. C'est les prises ponctuelles hein, qui posent problème, C'est ponctuelles voilà. répétitives qui vont entraîner des sensibilisations, alors que le maintien régulier d'une dose bien tolérée crée de la tolérance. D'accord. Euh, donc voilà, écoutez, on est 21h30. On conclut avec tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, merci beaucoup. Il y aura un replay possible. Normalement, j'ai tout enregistré. Si j'ai pas fait ma bécane, je suis désolée parce que des fois l'informatique c'est pas mon truc. Mais avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci Philippe. Merci Séverine. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir.